On vous l'a dit, le football guinéen à la croisée de chemins, de graves difficultés survenues ces dernières années ont abouti à l'installation d'un comité de normalisation. Vont donc s'ouvrir dans la foulée et dans la perspective du retour à une instance régulière d'ambitieux chantiers de réforme et d'équipement du football en Guinée. Mais les choses ne vont pas être si simples. Le Conor doit, malgré l'amincissement de ses budgets, conjugué avec des acteurs au caractère trempé et une vision encore très peu partagée, la présidente du comité de normalisation du football guinéen a accepté de prendre la parole chez nous ce matin. Elle est déjà dans notre studio. Madame Mariam Sy Diallo est notre invitée. Madame Diallo, bonjour. Est-ce que Mara, vous pouvez lui activer son micro et le lui... Parfait. Bonjour Madame Diallo. Bonjour les GG. Merci d'accepter notre invitation de ce matin. Merci beaucoup. On vous reçoit enfin. On vous a annoncé plus d'une fois. Finalement, vous êtes là, c'est bien. On va commencer cette interview avec celui qui est à votre gauche, Mohamed Mara. Alors, Adja, il faudra activer... Oui, merci bien. Bienvenue donc dans cette émission Les Grandes Gueules. L'actualité nous oblige aujourd'hui à ne décembre 2021. Quel état des lieux novembre. Décembre, voilà. Quel état des lieux avez-vous pu établir? Dans quel état avez-vous trouvé le monde du football guinéen, que ce soit la Ligue guinéenne de football professionnel, la FEGIFOOT elle-même, le championnat, les sponsoring? Quel état des lieux avez-vous fait? Merci pour cette question qui est extrêmement importante. Vous m'avez plusieurs fois invité pour d'autres médias. Mais je pense que c'est la première fois depuis plus d'un an que j'accepte enfin de parler de la Fédération guinéenne. D'accord. Mara, est-ce que vous pouvez davantage tirer le micro vers elle? Oui. Merci. La raison en est très simple. D'accord. Parce que je suis arrivée dans un monde complètement désorienté, si je peux le dire ainsi, avec énormément de problèmes entre les acteurs du football, avec énormément de difficultés, beaucoup de paroles, parce que je suis une grande auditrice de radio guinéenne. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais dirigé un jour le football guinéen. Donc j'écoutais les radios, j'écoutais les télés. Donc j'ai su et j'ai suivi tout ce qui se disait et se passait. Et j'en souffrais en tant que Guinéenne. Donc lorsque je suis venue, si j'avais parlé tout de suite, je pense que j'aurais ajouté de l'huile au feu. Et la nomination d'un Conor, c'est pour atténuer, c'est pour calmer, c'est pour amener la sérénité. Nous nous sommes donc attaqués au problème et on a laissé dire. Donc aujourd'hui, je prends l'occasion au niveau des grandes gueules pour parler des faits. D'accord. Vraiment des faits. Nous ne parlerons pas de quelqu'un parce que je ne suis pas venue pour ça. J'ai été nommée présidente du Conor de Guinée pour ramener la paix dans le football. Pour ramener la paix dans le football, on parlera des faits, vraiment des faits. On parlera de personnes. La précision est de taille. Madame, ce qu'on va faire, on va marquer cette pause. Nous avons des obligations commerciales et on va se retrouver juste derrière pour poursuivre cette interview avec la question de Mohamed Mara sur l'état des lieux. Quelle était la situation alors que le Conor commençait? C'est dans quelques minutes. Restez avec nous. Continuez à réagir et continuez de voter. Le mur du jour, c'est plus tard. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.
Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Un angle à 360 degrés sur le football guinéen. Les bilans à une année de gestion du CONOR, les défis, mais aussi les perspectives. La présidente du comité de normalisation est avec nous depuis quelques minutes déjà. On y revient avec vous, Mohamed Mara, à la question que vous posiez peu avant la pause. Alors, Adja, nous vous demandions de revenir sur l'état des lieux que vous avez pu faire à votre arrivée donc à la tête du comité de normalisation. Vous nous avez rappelé le contexte dans lequel vous êtes arrivé, donc en normalisation à cette fédération guinéenne de football. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quel était le visage de notre football et de tout le monde du football? Beaucoup. Donc, comme je vous disais, j'aimerais qu'on soit sur les faits, parce que c'est ça qui est important, afin que le monde du football guinéen, le public guinéen et le pouvoir sachent exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé, ce qui se passait quand on est venu et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui risque d'arriver à la Guinée si cette situation perdure. D'accord. C'est vraiment l'objet de cette émission. J'aimerais, s'il vous plaît, sensibiliser la population guinéenne qui aime le sport. Donc, nous sommes arrivés le 1er décembre. Et 2021, 2022 2022. Et lorsqu'on a été nommé, on ne se connaissait pas. Je connaissais ni Maître Silla, ni M. Ousmane Diawara. Ces gars, bien sûr, parce qu'ils passaient à la télé et à la radio. Il n'était même pas là. Je pense qu'il était en Égypte. J'ai donc donné rendez-vous, appelé les messieurs parce que la FIFA m'a donné leur numéro. On s'est retrouvés dans un restaurant de la place pour se connaître, se présenter avant d'aller à la FEGIFOOT. D'accord. Parce que la FIFA nous avait demandé de prendre fonction immédiatement. Immédiatement. Donc nous sommes partis et on a trouvé le secrétaire général, M. Akoué à l'époque. Salutations d'usage et tout. Et il nous a demandé si on avait un courrier officiel qui nous disait de venir. D'accord. On lui a sorti le mandat qu'on avait, évidemment, bref. Et on a commencé à poser des questions. On a demandé est-ce qu'il y avait un organigramme pour nous permettre d'avoir le visage de la FEGIFOOT. Non, il n'y en a pas. Il n'y avait pas d'organigramme. Il n'y avait pas d'organigramme. Et donc, on a posé des questions. Est-ce qu'on peut voir les responsables de chefs de service? Il n'y avait pas un responsable de marketing. La fédération n'avait pas de juriste. D'accord. La fédération n'avait pas un service achat ni logistique. En fait, la fédération, il n'y avait pas de contrat de travail. Il n'y en a toujours pas. Nous, on est CONOR. On ne peut pas tout régulariser, mais on met tout en œuvre afin que celui qui viendra, ceux qui viendront régularisent là. Aucun n'avait de contrat de travail. Très peu. Très peu. Très peu et qui étaient complètement périmés, certains. Obsolètes. Donc, sans compter l'état aussi de l'immeuble. Bref. Donc, nous avons donné ces informations. Et nous nous sommes attelés immédiatement au travail. Et on a demandé aussi les comptes. D'accord. Et les comptes, c'était quand même assez difficile parce que nous avons emprunté à la banque, la Société Générale qui est la banque de la FEGIFOOT, les salaires du mois de décembre des employés de la FEGIFOOT. Donc il n'y avait pas de ressources pour payer le personnel. Il n'y avait pas d'argent. On n'a pas trouvé d'argent à la FEGIFOOT pour payer les salaires des employés. C'est ça la réalité. Avec tout le bruit qu'on entendait autour de la Fédération guinéenne de football, les participations aux compétitions, mais également des subventions qui viendraient de la CAF, en tout cas des instances internationales, que vous nous disiez aujourd'hui que vous n'avez pas trouvé d'argent. Comment vous avez compris cela? Mais peut-être avant. Il y avait combien? Parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'est... Il n'y avait pas d'argent. On était en découvert, parce qu'il y a 4 comptes là-bas, on était en découvert de moins 75 millions d'ailleurs sur le compte principal. Et je pense qu'il y avait
le compte des... Pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que la fédération était endettée. Absolument. À hauteur de 75 millions. Déjà, il y avait un découvert de 75 millions. Et ensuite, il y avait des fournisseurs. Dès qu'ils ont entendu parler d'une nomination, on avait plus de 1,3 million d'état des lieux de dettes. De dettes. Qui ne sont pas payés à ce jour parce qu'ils sont toujours derrière nous. Il faut nous payer, mais nous, on n'est pas là pour ça. On ne peut pas payer. On n'a pas les ressources. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Vous parlez bien d'1,3 et quelques millions de dollars. Absolument. Environ 13 millions de francs guinéens. 13 milliards. 13 milliards à votre prise de fonction. De dette. C'est toujours là, effectivement, que nous avons trouvé sur place. Je vous dis que je parle des faits. Et ce sont des faits qui sont vérifiables. Les chiffres sont là. Vous pouvez passer à la comptabilité, on va vous les montrer. Voilà. Donc, nous avons négocié, nous avons reçu ça. On a dit lancer un secours à la FIFA qui nous a envoyé rapidement de quoi pouvoir au moins fonctionner. Et ensuite, ils ont dit, mais c'est pas possible parce qu'on a envoyé de l'argent. Ah bon? Effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, il y a des subventions. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, de l'Afrique, les 54 pays africains, reçoit des subventions de la FIFA de l'ordre de 1 million de dollars par an pour les coûts opérationnels. 500 000 dollars en début d'année, en janvier, et 500 000 dollars en juillet. Début juillet. La CAF aussi envoie 250 000 dollars. Et en plus de ça, la FIFA envoie 200 000 francs de frais pour les voyages, pour assister les fédérations pour les voyages des équipes. Des équipes. 200 000 francs suisses. 200 000 dollars. Dollars. On parle dollars à la FIFA. Et 50 000 dollars, entre 50 et 100 000 dollars pour l'assistance technique, c'est-à-dire le matériel technique. Ça vient dans toutes les fédérations. Donc, si on veut résumer, c'est à hauteur d'1,5 million. Non, 2 millions. Disons qu'en 4 ans. Environ 2 millions par an. Disons qu'en 4 ans, nous avons été à la banque, on a vérifié les comptes. La FEGIFOOT a reçu plus de 10 millions de dollars en 4 ans, les 4 dernières années. A reçu cet argent. 10 millions de dollars. Ça, ce sont des chiffres réels. Nous les avons reçus de la FIFA. Nous avons vérifié. Ici, au niveau de compte, c'est effectivement ça qui a été reçu par la FIFA. Mais est-ce que la situation des dépenses vous a été faite quand même? Parce qu'on peut recevoir tous ces montants, mais peut-être qu'on a dû engager des dépenses et qu'il y a une situation comptable qui a été faite. Et puis sur le terrain, qu'on puisse voir aussi de manière physique ce qui a été fait. Forcément, je pense que nous sommes tous en Guinée. J'ai fait un peu le tour de la sous-région et j'ai vu ce que les collègues arrivent à faire avec ce qu'ils ont reçu comme argent. Ils font des stades, ils font des pelouses pour les jeunes. On a trouvé qu'il y avait un énorme déficit de formation au niveau de nos techniciens. Depuis 7 ans, aucun entraîneur guinéen n'avait reçu une formation. En 7 ans? En 7 ans. Et je suis allé négocier avec le Maroc, vous savez, qui nous appuie. Avant ce que vous avez fait, la question de Jacques est très importante. Vous avez certes trouvé des traces sur ce qui a été engrangé en 4 ans, mais également ça peut être réinvesti dans des activités, dans des actes qui peuvent être posés, notamment en termes d'infrastructures ou autres. Mais est-ce que vous n'avez pas trouvé au moins un papier qui dise que l'année 2021, par exemple, on a reçu tel, on a eu à faire ça, on a eu à faire ça. Parce que la traçabilité, quand même, le rapport. Est-ce qu'il y a un rapport financier? Non, il y a des rapports financiers. Mais moi, je vous Parce dis. que c'est pas le fait quand même d'avoir 10 millions de dollars. Peut-être que c'est la qualité de la dépense qui fait défaut. Justement. Donc, vous nous expliquez que vous vous attendiez, à l'instar des autres pays, à ce que cette manne-là soit consacrée à des activités de qualité. Absolument. Vous parliez donc, par exemple, d'installation de pelouse et même de formation. De pelouse, d'entretien. Voilà, parce que regardez, Zérékoré, par exemple, n'a aucun pelouse là-bas pour les jeunes. La preuve, ils ne sont ni en Ligue 1 ni en Ligue 2.
Les pelouses qui existent aujourd'hui à Labé et Kindia, c'est Guy Copresse qui les a offerts et qui est en train de terminer la pelouse de Coléa. D'accord. Vous comprenez? Mais alors, donc le stade du 28 septembre, l'annexe qui est géré par la fédération, a été remise en état pratiquement. Ils avaient commencé, nous on l'a terminé pour qu'aujourd'hui les jeunes puissent y jouer. C'est hyper utilisé. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ce matin sur l'utilisation de ces montants? Qu'est-ce que eux ils ont fait avec essentiellement encore une fois, comprenez notre insistance là-dessus. On veut vraiment pas parler de personnes, on parle de fonds alloués à la Guinée, au football guinéen. C'est le sens de ces questions-là. Non, écoutez, nous on a trouvé une situation, on vous a dit ce qu'on a reçu. Je pense que je viens de vous parler tout de suite de ce qu'on n'a pas trouvé. Vous comprenez? C'est à vous de faire le lien. Moi, je pose la question. Est-ce qu'il y a assez Est-ce qu'il y a des infrastructures footballistiques dans notre pays? En fait, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'il y avait un montant qui était là, qui était censé être utilisé pour ce type de choses en train de citer. Si ça n'a pas été utilisé pour faire cela, à quoi alors ont servi ces montants? Dans quoi est-ce qu'ils ont investi? Je ne saurais le dire parce que c'est pas moi qui ai utilisé ces fonds. Mais en partant du rapport, est-ce que vous avez une idée de comment cet argent a été utilisé? Qu'est-ce qu'ils ont mentionné dans le rapport en termes de dépenses? Bon, il y a des dépenses opérationnelles sur des coûts d'opération, il y a des voyages, il y a des dépenses qui sont là, mais moi j'ai beaucoup dans les voyages. Oui, donc sur l'investissement, sur les investissements. Sur l'investissement, il n'y en a pas. C'est sûr que cet argent a été utilisé probablement aussi pour la bonne marche de la maison. Mais moi je vous ai parlé de la qualité d'une dépense, ça c'est partout. C'est la qualité, parce qu'on peut avoir de l'argent, mais le dépenser, mais est-ce qu'on l'a dépensé à bon escient? Est-ce qu'on l'a mis là où il fallait le mettre? Il fallait le mettre. La question, en fait, c'est là où se pose la question que tout ça m'inspire. C'est une question de gestion de chaque structure. Non, Madame Diallo, toujours, on est sur l'état des lieux. Vous arrivez à un tel moment, vous vous posez certainement des questions. Là, vous questionnez la qualité de la dépense. On pose la question de l'investissement. 10 millions de dollars que pour les déplacements, pour opérationnaliser la Fédération guinéenne de football. Est-ce que, par exemple, il vous est venu à l'esprit de commanditer un audit pour savoir ce qui s'est passé? La CAF nous a demandé de faire l'audit. Il est en cours. Il est en cours. Moi, j'ai quand même une inquiétude parce que à un moment, on a quand même appris que la FIFA qui a donné l'argent a audité la Fédération guinéenne de football sur les 4 dernières années. Est-ce que oui ou non, ils ont été audités? Parce qu'à l'époque, je pense que c'était 2020, cette information était ressortie, 2021 également, et nous apprenons qu'effectivement que la FIFA qui a donné l'argent a effectivement audité la Fédération guinéenne de football sur les 4 dernières années. Est-ce que vous avez vu ces audits? Est-ce que vous avez vu ces informations? La FIFA envoie régulièrement pour faire des contrôles, monsieur. Ouais. Je vous ai parlé de la qualité de la dépense. Je suis très clair dans ce que je dis. L'argent est venu, il a été dépensé. Parce que dans ces audits, nulle part on ne parle de... Probablement, il a été dépensé dans le football. Mais il a été dépensé à quel niveau du football? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'audit qui est en train d'être fait, qui va démarrer là, la semaine prochaine, va édifier tout le monde. Alors, parce que nous, on nous a exigé de le faire. Un audit commandité par... Absolument. Par la CAF ou par la FIFA? Par la CAF. Par la CAF. Voilà. Donc, il était important de préciser ça quand même, que la fédération a été auditée sur les 4 dernières années. Alors, la question, c'est au-delà, par exemple, vous parlez d'infrastructure. Et peut-être je ne maîtrise pas, mais ce que je voudrais savoir, en termes d'infrastructure, est-ce à la fédération ou c'est à l'État de doter le pays d'infrastructures sportives? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est le centre technique de Nongo. À l'époque, venons-en au centre technique de Nongo. Alors, il y avait des générations 13 ans et tout, avec des formations. Et qu'en est-il aujourd'hui? Je vais vous parler du centre technique de Nongo, justement. On a failli perdre le centre technique de Nongo au mois de janvier. Pourquoi? Parce que la Guinée, la fédération... 2022? Oui. Un mois après notre arrivée, la FIFA est venue en mission chez nous. On est allé visiter ensemble leur réalisation.
La Guinée, l'ancienne fédération, a eu la merveilleuse idée de proposer à la FIFA des centres pilotes d'académie nationale. Et elle s'est battue, la fédération de l'époque, la Guinée a pu obtenir 3 millions de dollars pour, ça c'est en dehors de ce qui est là, 3 millions de ça à part, 3 millions de dollars pour mettre un centre technique, une académie à Conakry, une académie à Labé, une académie à Zérékoré. Malheureusement, l'académie de Zérékoré n'a jamais pu prospérer. Ils ont loué un local, on a commencé à mettre du mobilier là-bas et puis ça s'est arrêté. Depuis lors, c'est fermé. Là, on a une délégation qui va aller à Zérékoré pour fermer le projet parce que ce projet, c'était pour 3 ans, il finit cette année. Il n'a pas commencé jusqu'à maintenant. Les détections des enfants, c'est passé, donc on a perdu le centre de Zérékoré. Le centre de Labé, où on devait passer, Zérékoré, c'était pour la forêt, Labé, c'était pour la moyenne Guinée. Le centre de Labé a été délocalisé sans aucune explication à Kindia. Et ils ont négocié, donné une avance à Madame Fodé-Souma pour la partie où on a mis les jeunes. Donc ce sont les jeunes qui ont été détectés dans le Fouta Djallon qui sont venus, et la zone de la basse Guinée, qui sont à Kindia. Donc au lieu de 3, on se retrouve à 2, avec plein de difficultés parce que tout l'argent n'avait pas été payé à cette dame. Et ils ont pris voilà par exemple une qualité de dépense. Parce que la fédération a pris l'argent de la fédération, alors que la FIFA n'a pas donné son accord pour donner l'avance de 75 000 $ à la dame, à Kindia. La FIFA, avant de dépenser, il faut avoir leur accord écrit, il faut avoir 3 factures, effectivement. Donc cet argent a été pris dans le compte de la fédération. Ils ont donné l'avance pour délocaliser et mettre ça à Kindia. Mais pourquoi mettre un centre technique à Kindia et à Conakry, c'est à côté? Alors que l'intérieur, les lointaines forêts, la lointaine moyenne Guinée n'a pas son centre. Donc, tout ce qui a été mis là, par exemple, la FIFA avait dit n'est pas question, c'est pas leur problème, ils ne sont pas d'accord. Donc, quand nous sommes venus, nous sommes battus pour régulariser ces situations. La dame était à nos bureaux tous les jours. Il a fallu que on remonte le dossier, qu'on retravaille là-dessus. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour lui payer le reste de son argent et au moins viabiliser ça. C'est un bien, c'est devenu un bien. Chercher le titre foncier et tout, c'est un bien aujourd'hui de la Fédération guinéenne de football. Voilà. Donc, le centre, on devait recevoir 50, il y a 86 enfants là-bas, 50 jeunes hommes et 25 jeunes filles. L'installation des jeunes filles sur le même étage, on avait mis 2 chambres et demi pour les jeunes filles et tout le bureau technique était sur tout un pan de l'immeuble. Ça ne se fait pas pour la sauvegarde des enfants. On ne pouvait pas loger les professeurs et le corps professoral, les techniciens, sur le même palier que les jeunes filles. Il y en a qui ont 22 ans, 19 ans. Donc quand ils ont vu ça, ils ont dit qu'ils vont fermer ça. Donc on a dit non, laissez-nous le temps de faire. Donc aujourd'hui, si vous allez à Nongo, nous avons réussi à ressortir ce projet. Nous avons réussi à obtenir de l'argent avec la FIFA. Nous sommes en train de finaliser Nongo, le centre technique de Nongo, en séparant complètement les jeunes filles et les garçons, en mettant un mur, en finalisant une pelouse que l'ancienne fédération avait négociée pour rendre à César ce qui lui appartient. Il avait fait ça. Donc, cette pelouse va être finie. Mais la deuxième pelouse qui est gâtée, qui va, depuis 10 ans, elle existe, elle est complètement usée, vétuste, nous allons la refaire. Le Conor, par des moyens, par le sponsoring, on va en parler tout à l'heure, nous allons finaliser. Ce qui fait qu'au centre technique de Nongo aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec 2 pelouses de qualité FIFA. Mais autre chose,
Le centre, l'hébergement, il y a un hôtel là-bas. Je ne sais pas si vous savez que depuis 2014, à l'époque de Salifou Kamara, il avait obtenu... Super V. Il avait obtenu du projet Gold la construction d'un hôtel pour les équipes guinéennes. Depuis 2014, le bâtiment est fini. Ce sont les finitions qui restent. C'est vrai que ça n'a pas été bien suivi, donc c'est très mal fait. Il y a un travail à mettre là-dedans, mais c'est faisable et avec pas beaucoup d'argent. Donc cela est fermé. La Guinée paye près d'$1 million par an pour loger nos équipes qui doivent se mettre au vert. Un gâchis. Parce que ça, d'abord, ces jeunes ne sont pas contrôlés dans les hôtels. Quand ils viennent, ils sont à Noum, au Nomo ou bien à Kalou. On ne peut pas maîtriser leurs sorties et leurs dépenses. Ce centre n'a jamais pu être terminé, alors que même le mobilier a été obtenu. Ça, on l'a trouvé. Le mobilier, ils l'ont obtenu vers la fin, mais c'est fermé. Donc, quand j'ai visité ça avec mais qu'est-ce qui explique ça? On a un centre, on ne le viabilise pas, on préfère payer $1 million chaque année. Comment vous l'expliquez? Je vous donne les faits. Je ne vous explique pas. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Donc, lorsque je l'ai vu, cela m'a fait mal. Et j'ai dit à la FIFA, c'est vous qui avez investi cet argent. Vous ne pouvez pas laisser le bâtiment, que faut-il faire pour le finir? Madame, si nous, on a donné, il était question à l'époque qu'on paye une partie et que la fédération trouve par le sponsoring ou son gouvernement d'autres moyens pour finaliser. Mais à force de discuter, de négocier, nous allons finaliser durant ces... Là, nous allons commencer très bientôt les travaux. Pour quand? Pouvoir donner... Pour quand? Là, peut-être d'ici 1 mois, nous allons commencer les travaux. Si tout va bien. Et il devrait prendre combien de temps? Écoutez, en 3 mois de travaux intensifs, on va le finir. Vous parlez de l'hôtel du Sili. Je parle de l'hôtel du Sili. Alors, le bâtiment qui est au niveau de Nongo, ici. Absolument, parce qu'il faut mettre une piscine, il faut mettre... Parce que le bâtiment en tant que tel est fini. Moi, je suis passé, peut-être, bon, le travail, c'est au niveau de la viabilisation, comme elle a dit, les meubles ont été obtenus, voilà, mais pas opérationnalisés. Le bâtiment est très mal fini. On veut quand même de la qualité. Le bâtiment intérieur est très mal fini. Ça, la FIFA l'a visité, nous l'avons tous visité, il est mal fini. L'entrepreneur même l'a reconnu, parce qu'on a amené l'entrepreneur qui a reconnu. Il dit qu'il lui manque ceci, cela. Donc nous allons finaliser, sortir quelque chose de bien. Il faut qu'on sorte de la médiocrité et que chaque fois qu'on réalise une infrastructure, qu'on le fasse bien. Mais est-ce que vous avez reçu des fonds pour ça? Parce que la volonté peut certes être là. Vous avez d'autres priorités également, puisque le Conor, c'est pour une période bien définie. Est-ce que vous avez aujourd'hui les fonds qui vous permettent d'aller à cela? Vous savez qu'on a signé un sponsoring avec le groupe Gicopress. Pour la première fois, la Guinée a reçu 15 milliards d'un sponsor. Et ça aussi, c'est une première à l'échelle continentale. Lorsque je l'ai annoncé à la CAF, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu un Conor qui a eu un sponsoring. Ils étaient étonnés, ils se sont levés, standing ovation pendant 5 minutes. Ah d'accord. Donc, bravo à KPC. Donc, merci à KPC encore une fois. C'est quelque chose de nouveau. Les grandes gueules. Gicopress. Et donc, nous avons, sur ce fonds, nous avons pris 50% pour les infrastructures et 50% en numéraire. Les 50% pour les infrastructures sont là. Ça va nous permettre de réaliser le projet de Zérékoré qui n'a pas été mis en place. Et le projet de l'Abbé, on va faire des centres techniques régionaux où il y aura de la pelouse, où il y aura synthétique, où il y aura des bâtiments d'hébergement, des hôtels donc, où on peut loger les gens. Parce que vous parlez beaucoup d'investissement dans le domaine infrastructurel, vous voulez dire que c'est bien de votre ressort d'intervenir là aussi? Exactement. À travers le sponsoring. À travers le sponsoring. Parce que nous devons nous occuper des statuts, je ne sais pas si on va en parler, et
des affaires courantes de tous les projets qu'on a trouvés en place. Ça, ce sont des projets. Quand je parle de vous, je parle même de la fédération en tant que telle, parce qu'il a toujours été dit que pour les infrastructures, que cela revenait à l'État, donc au gouvernement. Non, c'est vrai que le gouvernement doit investir dans les infrastructures, c'est clair. Mais les moyens qu'ont aujourd'hui les fédérations, aller en Mauritanie, aller au Bénin, n'est-ce pas? Aller au Sénégal, la Fédération sénégalaise de football vient de terminer une pelouse à Thiès. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que nos jeunes jouent. Comment tu peux parler de football si tu n'as pas où t'entraîner? Ça, c'est la base. La base du football, c'est le jeu. Donc, il faut avoir des techniciens formés qui sont à un niveau qui leur permettent d'entraîner nos jeunes comme il faut. Et il faut leur donner aussi le lieu où ils peuvent exprimer leur talent. Bien. Nous parlons du football guinéen, vous l'aurez compris, nous abordons la question des bilans, des défis, des différentes actions correctives qui sont initiées aujourd'hui par le CONOR, entendez, comité de normalisation donc, du football guinéen, avec sa présidente, Madame Mariam Sy Diallo. Elle est avec nous depuis un certain moment. Maf, on poursuit avec vous. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à ces projets. Je vous écoute et on comprend que évidemment il y a ces institutions sous-régionales ou internationales qui investissent de l'argent. Et on constate que c'est vrai que l'argent a été utilisé pour le cas guinéen, mais ça n'a pas été utilisé. Pour preuve, on a des difficultés qu'on n'est pas censé avoir aujourd'hui en Guinée. Du coup, est-ce que ces institutions se contentent seulement de donner de l'argent? C'est quoi le mécanisme de contrôle pour s'assurer qu'il y a des... Non, au-delà de... Mais ils ont audité, mais c'est les mêmes institutions qui demandent un autre audit. Voilà. Donc, je pense qu'il faut... Non. Donnez-lui le micro, donnez-lui le micro. C'est important. Ce que je veux reviendra, allez-y. La fédération est deux fois par an. Et effectivement, je pense que les audits sont au niveau, les résultats sont au niveau de la fédération. Peut-être il serait important qu'on mette ça à la disposition de la presse. Sur 4 années, cette fédération a été auditée par la FIFA. Ils donnent l'argent et ils vous auditent. Et l'audit se fait 2 fois par an. Donc moi, je suis quand même surpris ce matin qu'on dise... Qu'il y a un autre audit qui est commandité. Qu'il y a un déficit, alors que les audits ont été rendus. Il y a des journalistes sportifs qui ont même accès à ces données-là. Donc c'est ce que moi je voulais savoir. Alors ma préoccupation pour... 2 fois par an quand même. Voilà, ma préoccupation pour toi, elle est où? Est-ce que c'est par rapport aux dettes qui ont été évoquées, qui peuvent être vérifiées par ailleurs, hein? Elle a demandé que l'on puisse vérifier. Absolument. Ta préoccupation, c'est où précisément? Alors moi, bon, elle a parlé de Parce que la fédération, elle nous dit que la CAF a exigé un nouvel audit. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi, mon inquiétude, ma préoccupation, vous savez pourquoi on est obligé même cet audit? La CAF nous dit vous le faites, parce que si vous ne le faites pas, demain, vous serez audité. On va confondre. Parce que quand même, c'est des instances qui sont exigeantes. Nous allons laisser notre audit, ce sera audité, ce sera posé sur la table avant qu'on aille. C'est très clair. C'est-à-dire il faut répondre de ces actes. Lorsqu'on a géré, il y a la redevabilité, comme on aime bien l'appeler aujourd'hui. Il faut dire ce qu'on a géré, on l'a mis. C'est peut-être une impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que d'accord, il y a de l'argent qui est investi, le travail n'est pas fait, il y a des audits, mais après, rien. C'est ce que je ne comprends pas, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est avec ces problèmes de la fédération. Et il n'y a pas grand changement sur le terrain. La question de MAF est pertinente, parce que vous-même, vous nous expliquez que la fédération décide de délocaliser une instance qui aurait dû être à l'Abbé. On l'envoie à Kindia librement, c'est pourtant beaucoup d'argent. Comment ça se passe finalement? Quel contrôle y a-t-il autour? Mais on a donné des raisons, d'après ce que j'ai appris, parce que le monsieur de l'Abbé est venu me voir pratiquement en pleurs. Il pensait que nous, on avait la capacité de corriger tout de suite ça. Il dit que lui, c'est dans la presse qu'il a appris qu'on a retiré ça à l'Abbé. D'accord. Voilà. Il dit que dans la presse, on ne lui a même pas donné l'explication. Le président de la Ligue, peut-être qu'il nous écoute, monsieur Asmi Diallo, que c'est dans la presse qu'il a appris. On a donné des raisons, sincèrement, des raisons pour lui qui ne sont pas valables. Voilà. Mais encore une fois, le football, c'est nous les Guinéens qui devons chercher à le développer. Lorsqu'on te donne de l'argent pour un projet, c'est à toi de voir, d'avoir une vision et de voir où je vais le mettre pour que ça ait plus d'impact. Et aujourd'hui, il y a une concurrence auprès des fédérations.
de la sous-région. Pour ça, qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est la revanche, qu'est-ce que vous faites des moyens qu'on vous donne? Parce qu'au moment où vous dites toujours, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, les autres sont, avec les mêmes moyens que vous, en train de faire de belles réalisations. Les mêmes choses. C'est là le problème. Mohamed Mara, on va avancer avec d'autres thèmes. Justement, parce qu'il y a bien des questions qu'on aimerait aborder avec vous. C'est le football à la base d'abord, mais j'aimerais quand même faire des observations. Aujourd'hui, la Guinée est quasiment en matière de formation à la traîne. Pour preuve, je crois qu'on a environ que 2 milliers de licenciés en Guinée. De jeunes licenciés, environ 2000, alors que d'autres pays en font plusieurs dizaines de milliers, des centaines de milliers, là en Afrique, et des pays par ailleurs qui font des millions parfois de licenciés. Donc ça c'était juste une observation, mais j'aimerais savoir aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, avec les statuts que vous, c'est-à-dire le CONOR a présenté récemment, validé par la FIFA, mais qui a été rejeté par les différentes délégations ici à la Guinée, en Guinée notamment au niveau des clubs, des régions et tout. Qu'est-ce qui normalement aujourd'hui, à vos yeux, doit changer? Doit impérativement changer? Parce qu'il y a un blocage au niveau de ce statut. On a l'impression jusqu'à présent qu'on parle plus des hommes en Guinée que des clubs. Alors que dans les autres pays, les tout-puissants, ce sont les clubs. Ce sont eux les vrais acteurs d'abord du football. Qu'est-ce qui, à votre aujourd'hui avis, doit impérativement changer avant la fin de votre mandat? Voilà. Juste un petit rappel avant qu'on ne vienne sur ce sujet. Amadou Diaby était l'ancien vice-président. Lorsque j'ai vu tout ça, je l'ai appelé au téléphone. C'est un petit frère. Je lui ai dit, mais écoute-moi Amadou, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que réellement vous avez reçu en 4 ans 10 millions de dollars? Il m'a confirmé. Je pense qu'il a dit qu'il va passer là. Il me dit, effectivement, on l'a reçu. Donc je dis, mais ça s'est passé comment? Il a éclaté de rire, vous savez comment il a. Il dit, non, on l'a bien reçu, Madame Si, et tu peux être tranquille, on l'a reçu. Donc si tu le dis, c'est la réalité. C'est la qualité des investissements. Est-ce qu'il y avait un plan de formation interne à la Fédération guinéenne de football finalement? Je vous dis que ça fait 7 ans que les entraîneurs ne sont pas fermés. Et sauf erreur de ma part. Demain, nous vous invitons d'ailleurs, on va officiellement leur donner leur diplôme CAF. Parce que c'est la CAF qui est venue faire. D'accord. On a des arbitres internationaux aujourd'hui? On n'a aucun arbitre international guinéen. C'est un assistant. Lorsque j'étais à la Coupe du Monde, j'ai posé la question. J'étais malade de jalousie. On me dit non, on a un assistant. Un assistant en Guinée. Alors, tous les autres pays. Parce qu'il y a eu un manque de formation. Il y a eu un manque de formation notoire où ça n'est pas occupé. Et les secrétaires n'ont jamais été formés. Il y en a une qui est là-bas depuis 15 ans. C'est cette année qu'on a fait une formation pour les secrétaires, mais il fallait voir comment ils étaient. D'accord. Alors, sur les grandes gueules. Parlons maintenant de la pratique de football à la base, Adia. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui quant à la vie des clubs? Et qu'est-ce qui est envisagé par le CONOR pour remettre quand même les clubs au centre de football en Guinée? Parce que je rappelle qu'on n'a même pas de championnat au niveau de nos régions. Et voilà. Ça, c'est une exception vraiment guinéenne. Et nous... Et pour compléter la question de Mohamed Mara, c'est bien tout cela. Et qu'en êtes-vous, je vais dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ramener les clubs dans la dynamique que vous avez engagée? Parce qu'on a vu avec les statuts que vous avez élaborés, vous avez été débouté par les clubs. Exactement, parce que justement, c'est ça le problème en Guinée. Mohamed Mara l'a vu parce qu'il a dû lire les documents. Qu'est-ce qui est important dans ça? Ce sont les clubs. Il faut que le ballon tourne, comme j'aime le dire. Mais quand même, depuis qu'on est là, le ballon est en train de tourner là. Les championnats de la Ligue 1 se jouent. Attention, Adia. Moi, les informations. Voilà, les informations. Vous savez, moi, ce qui quand même peut me déranger. Je suis d'accord, vous savez, le CONOR, en fait, c'était les affaires courantes. Toiletter les textes, organiser les élections et partir. Mais sauf que, si vous regardez sur le terrain, puisqu'il faut faire tourner le ballon, on a vu comment le championnat a démarré avec des crises. Certains clubs qui ont voulu qui voulaient briller de par leur absence, mais vous avez fait
une médiation et ils sont revenus. Ça veut dire que certainement jusqu'à présent, la crise au niveau des acteurs, elle persiste. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous faites? Parce que vous avez dit avant d'arriver, il y avait une crise. Mais on a l'impression que jusque-là... j'ai une question. Je viens. Jusque-là, on a l'impression qu'elle persiste. Vous êtes venu, mais qu'elle persiste encore. Au niveau des équipes, nous apprenons le Sili Junior qui est éliminé, le Sili local éliminé, le Sili féminin éliminé. Est-ce que tout cela, vous ne dites pas, oui, on a une volonté, mais sauf que vous-même, aujourd'hui, vous avez quand même du mal à aller? Écoutez, une équipe se constitue en combien de temps? Pourquoi je suis en train de vous parler d'infrastructure si vous n'avez pas de bon entraîneur, si vous n'avez pas de terrain où il joue? Nous voulons une coupe, nous voulons gagner des matchs alors qu'on n'a rien comme infrastructure nécessaire où ces jeunes peuvent jouer, où on n'a même pas d'endroit où regrouper les jeunes pour faire leurs matchs. Soyons conséquents, mon Dieu. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sans l'acheter. Donc, il y a des choses qui ne sont pas faites, des trucs de base qui ne sont pas faits dans notre pays. Vous ne pouvez pas exiger, quel que soit l'entraîneur, si les bases ne sont pas construites, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, madame, moi je vais... Le championnat féminin, c'est nous qui l'avons terminé cette année. Alors, j'ai deux questions que je ne peux pas ne pas poser. Oui. Je vais en poser une. Et dans la troisième partie, en début de la troisième partie, on posera la dernière, bien entendu, avec les autres. Nous, on a entendu beaucoup de choses. Franchement, je ne veux pas personnaliser. Mais on a Antonio Soiré qui a dû financer de sa poche le football guinéen. Plusieurs fois on a dit sans lui le football ça va pas marcher et honnêtement moi j'y ai cru. Dites-nous aujourd'hui, c'est quoi la vérité de cette situation? Est-ce qu'à la Fédération guinéenne vous n'avez pas au moins trouvé de traces d'apport particulier d'Antonio ou d'autres acteurs à ce football guinéen pour lui permettre d'avancer? Dans vos livres. Parce que Antonio a apparu comme étant vraiment le messie du football guinéen. Ça a été dit, le messie du football guinéen. Sincèrement, dans les livres que j'ai trouvés, que nous avons trouvé le Conor, on n'a vu aucun apport écrit de Antonio. J'ai posé personnellement la question parce que moi aussi, je le croyais comme tout le monde le disait. J'ai demandé au DAF qui était son DAF la situation qu'il m'a donnée, mais je n'ai pas vu. Il n'y a aucune trace. Je n'ai pas vu de trace. Antonio est très généreux. C'est quelqu'un qui très libéral. Oui. Très libéral, c'est connu. Il offre de l'argent, il offre des véhicules aux gens. Il est très généreux. C'est sa nature depuis toujours. Peut-être que les gens autour du football, il leur a donné quelque chose. Mais est-ce que ça a trait directement avec les activités de la Fegi Foot? Peut-être que c'est là où il y a le problème. On va revenir. Encore deux thèmes à aborder avec vous, madame, à la reprise. Vous nous concéderez encore 10 minutes, 10 à 15 minutes de votre temps. On reviendra dans la troisième partie de cette émission pour boucler cette émission avec vous, cette interview avec vous. On ne vous a pas toujours, donc on en profite pleinement. Nous jouons des tours. On revient donc en studio pour poursuivre cette interview avec Madame Si. Madame Mariam Si Diallo. Elle est présidente du CONOR, le comité de normalisation du football guinéen, en présence et en action depuis une année déjà, puisqu'installé le décembre 2022, ça fait une année justement que le CONOR tient la reine du football guinéen. Avant la pause, Mara, pouvez-vous s'il vous plaît activer son micro? Avant la pause, chère Madame Diallo, nous parlions justement j'évoquais la question des apports de particuliers au football guinéen et je posais la question des apports de Antonio Soiré qui a été souvent présenté comme le rédempteur du football guinéen et vous nous disiez justement qu'il n'y avait aucune trace d'apport de sa part au sein de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que c'est une affirmation, une déclaration que vous maintenez? Absolument, parce que à la pause, j'ai encore recontacté le DAF. S'il y a un seul papier signé reconnaissant une dette de la fédération à GBM, il n'y a aucun acte officiel signé. Je le maintiens et ça vient du DAF.
D'accord. Mohamed Mara, on va aborder à présent un autre sujet, c'est bien la question des statuts qui ont tant fait parler. J'aimerais vraiment qu'on revienne sur cette question centrale des statuts de la Fédération guinéenne de football. Vous avez fait un travail et en plusieurs étapes, pas mal de réunions. La FIFA est venue ici en Guinée. Absolument. Mais pour nous les observateurs, nous ne sommes pas de ce milieu, nous ne le maîtrisons pas. Et tout semblait OK avec la FIFA qui aurait apporté quand même son onction à ce texte, mais que les clubs, les membres statutaires ont rejeté en bloc. Qu'est-ce qui explique véritablement que l'instance internationale, elle, trouve que c'est un bon texte, les Guinéens disent non. Où est-ce que vous avez péché? Est-ce dans votre démarche? Parce qu'ici, on a eu quand même quelques acteurs qui ont dit que vous avez pratiquement exclu tout le monde. Ou c'est quoi le problème autour de ces statuts, madame? Je suis vraiment désolée. Nous n'avons exclu personne. Et encore une fois, et en ce jour, ma main est tendue, la main du Conor est tendue. Il faut absolument que la Guinée sorte de cette situation de Conor. Ça n'arrange pas un pays. Et c'est difficilement que la FIFA a mis un Conor en place. La FIFA n'aime pas mettre des Conors parce que c'est pas bon pour le développement du football en Guinée. Et nous souhaiterions que ce soit le dernier Conor. Nous n'étions là que pour 6 mois. Après, on a vu que ça ne pouvait pas finir. Aujourd'hui, on ne sait pas comment cela va se passer. Nous avons travaillé, ce n'est pas les statuts du Conor encore une fois, je voudrais le préciser. Ces statuts, nous les avons rédigés avec la FIFA et la CAF en nous basant sur les statuts de la Guinée. Ce sont des articles qui ont été changés. Et ce sont des articles sur lesquels aujourd'hui la FIFA ne tergiverse pas. La liste, c'est devenu une obligation. La CAF a fait un courrier officiel que nos clubs ont reçu. En France, c'est par liste. La Côte d'Ivoire, tout dernièrement, ils sortent d'un Conor, c'est une liste, etc., etc. Ensuite, les femmes. C'est la loi en Guinée, c'est voté à l'Assemblée. Pour toute institution, il faut un minimum de 30% de femmes. Ils rejettent. Les personnes ressources. Qu'est-ce qu'on a appelé les personnes ressources, les indépendants? Ce sont des personnes comme vous, comme d'autres, qui peuvent apporter leur expertise, leur connaissance dans le football. L'exemple du Côte d'Ivoire est encore là. Le directeur des impôts de la Côte d'Ivoire, il fait partie de la liste du nouveau président. D'accord. En France, il y a des avocats, des hommes d'affaires qui font partie du club, de la Fédération française de football. Donc, tout ce qui est nouveau, la transparence, parce qu'il n'y en avait pas, la démocratie, la bonne gouvernance, le conflit d'intérêts, la FIFA est intransigeante sur ça, pas seulement pour la Guinée, mais pour tous les pays. Mais ça a coincé où? Ce que je ne comprends pas. Ça a été rejeté, ils ont rejeté, barré tout ça, et devant la FIFA et la CAF, ils ont dit qu'ils ne voteront pas les textes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Oui, mais alors, est-ce que le problème, encore une fois, n'est pas dans soit la méthodologie, la démarche? Vous parlez du cas des femmes. Nous avons eu ici, je pense que c'était Blaise, nous avons relevé le cas des femmes. C'est vrai qu'il a soulevé, si vous voulez, l'insuffisance d'implication des femmes au niveau des clubs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais vous avez raison de dire de votre part que la loi en Guinée elle-même impose quand même les 30% de quota minimum de femmes dans toutes ces entités. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais est-ce que dans votre démarche, vous avez été suffisamment pédagogue pour amener les clubs à réaliser d'abord qu'il s'agissait d'exigences légales, de l'autre côté, vous qui prenez aujourd'hui plus de démocratie, au lieu que des individus détiennent énormément de force, plus que les clubs, est-ce que vous avez expliqué aux clubs que ces statuts, en réalité, leur rendent ce pouvoir-là en lieu et place des individus? Parce que moi, je ne comprends pas. Si quelqu'un, on lui dit que c'est toi qui as le pouvoir, pourquoi il va se délaisser de son pouvoir pour laisser quelqu'un d'autre parler à sa place? Est-ce qu'il y a suffisamment de pédagogie? Nous leur avons demandé d'abord de nous écrire, parce que nous les avons reçus avec un peu de retard, certes, mais nous l'avons fait parce que nous étions à la CAN.
Nous leur avons dit de nous dire exactement qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans les statuts. Ils nous ont écrit, mais avec très peu de propositions, il faut le reconnaître. Nous avons pris ces propositions, nous avons envoyé à la FIFA, à la CAF. C'est à partir de ça que nous avons travaillé aussi. Il faut moderniser nos statuts. Le monde bouge. La Guinée ne peut pas rester statique. Quand ils sont venus en réunion, lorsque la CAF est venue pour survoler tout ça, la CAF et la FIFA étaient là pour expliquer les statuts et avoir leur feedback. Il y en a qui ont dit oui, en 2011, en 2012, en 2015, on nous a dit ça. Ils leur ont dit, mais attendez, même celui qui vous a dit ça dans son pays, ce n'est plus comme ça que ça se passe. Même nous, au niveau de la FIFA, chaque 2 ans, chaque an, les statuts évoluent. Vous ne pouvez pas maintenir la Guinée dans ces anciens textes. Les choses ont changé et il y a des éléments sur lesquels on ne va pas tergiverser. Dites-nous, s'il vous plaît, quels sont les articles que vous n'aimez pas. Ouvrez les statuts, on va regarder. Voilà la présidente du CONOR, justement, qui s'exprime sur sa gestion du football guinéen. À présent, nous parlons justement des statuts qui ont fait beaucoup de bruit, où il y a eu pas mal d'acteurs qui... tergiversation, où il y a eu pas mal de difficultés à faire passer ce besoin d'accéder à de nouveaux textes pour gouverner le football guinéen. Donc la question... Deux questions. Chacun d'entre eux. Allez-y. J'expliquais ça, c'est très important parce qu'il faut que vous le compreniez. On a reçu par groupe. Nous avons compris à la fin qu'en fait, ils n'avaient pas lu les statuts. Parce qu'on leur a demandé, dites-nous quels sont les points qui ne vous intéressent pas, que vous ne voulez pas. Vous avez barré tout ce que je viens de citer. Mais que proposez-vous? Il n'y avait aucune autre proposition. Il n'y a que 2 personnes, dont M. Diallo de la Ligue de l'Abbé, qui a ouvert les statuts et qui a dit tel point. On en a tenu compte à la coalition. On s'est rendu compte donc qu'il y a eu quelques individus, quelques personnes parmi les membres statutaires qui ont lu les statuts et qui leur ont dit c'est pas bon, nous n'allons pas voter ça. Parce qu'il y en a qui l'ont reconnu en salle. À nous, on n'a pas lu, mais nos chefs nous ont dit que ce n'est pas bon. Le monsieur de la CAF même leur a dit, mais attendez, il s'agit de votre vie. Vous avez choisi ça. C'est pas quelqu'un qui doit vous dire ce que vous devez faire. Vous devez absolument, vous-même, lire, comprendre et proposer des solutions. Attention, vous n'êtes pas sur une bonne voie. Revenez à de meilleurs sentiments. Malheureusement, ils ont menacé, même en salle. Ils ont menacé devant la CAF, devant la FIFA. Malheureusement. Ils leur ont dit, vous voulez dans ce cas que le CONOR continue, ou le CONOR, si vous faites ça, le CONOR continue, ou bien la FIFA et la CAF va se retirer de la Guinée et vous ne allez plus faire partie des compétitions internationales. D'accord, madame. Cela leur... Attendez, c'est important ce que je dis, monsieur. Cela leur a été dit. Et l'émission que je fais aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des acteurs du football, du public et des autorités que nous sommes sur cette voie. Et la FIFA m'a dit de l'annoncer officiellement. D'accord. Si on n'avance pas sur ça, on est prêt à céder sur certains points. On va les recevoir très bientôt. Un courrier est en train de leur parvenir pour leur demander de revenir la main tendue parce que nous devons trouver une solution. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas, mais qu'on arrête de personnaliser les choses. Parce que nous avons été combattus depuis le premier jour, on a été assis là. Alors que ce n'est pas nous le problème. Nous sommes venus parce qu'il y a un problème. D'accord. Alors, permets, Guiba, tu interviens. Jacques, nous avons pratiquement 6 minutes encore avec Madame Diallo pour tenter d'éponger tous les sujets. Allez-y. Je voudrais vous entendre sur la démarche elle-même. Vous avez dit que vous avez rédigé les statuts avec la CAF et la FIFA. Est-ce que dans une logique de faire participer tout le monde, il n'aurait pas été plus judicieux qu'à l'interne ici, vous travaillez avec les clubs et qu'après, disons à l'issue de ce travail, que vous soumettiez finalement les statuts au vote
Même si, bien entendu, la CAF et la FIFA devraient être là en tant que peut-être observateur et puis en tant qu'expert. C'est tout comme, parce qu'on leur a dit, écrivez, donnez-nous sur quel truc on doit changer. On l'a fait. Et quand ils nous l'ont donné, nous avons lu ça et nous avons envoyé ça intégralement. Vous avez intégré leurs propositions? Oui, mais si leurs propositions... Ils ont envoyé. On a envoyé. C'est pas à nous d'intégrer. Vous avez envoyé les propositions à la FIFA? À la FIFA et à la CAF. D'accord. Absolument envoyé. Alors moi j'ai 2 questions. Je sais que dans certains pays, si par exemple on a un CONOR, c'est le CONOR et les membres statutaires qui rédigent les textes. La FIFA et la CAF ne sont là qu'en tant qu'observateurs. Eux ils ne rédigent pas. Et j'apprends même qu'ils n'imposent pas de statut au pays. Oui ou non, est-ce que vous avez eu vent de cela? C'est la première question. La deuxième, en fait, moi, vous avez fait un travail remarquable sur la question des femmes, les 30%. Maintenant, j'ai vos textes ici. Vous dites que les élections sont effectuées par liste et se font à bulletin secret. Eux, ce qu'ils veulent, ils disent que les élections sont effectuées par poste et se font à bulletin secret. Alors, la remarque qu'ils font, ils disent que si c'est par liste, ça permet à une personne qui n'a pas forcément des compétences dans le monde du football d'être à la fédération tout simplement parce que la tête de liste les a drainés. On risque d'avoir une équipe homogène et un petit groupe de clans. Est-ce que vous comprenez ce message? C'est ce qu'ils disent. Ils disent que si on le fait par poste, ça permet quand même à chance égale et compétences égales de compétir. Est-ce que vous comprenez un peu ces exigences? Liste, aujourd'hui, c'est une directive de la CAF. La Guinée est membre de la CAF, oui ou non? C'est une directive écrite, reçue, qu'ils ont tous reçue. On ne peut pas y revenir. Mais le cas de la France est là. Le président de la Fédération de football est venu par liste en France. Mais lorsqu'il a déconné, excusez-moi de l'expression, mais même les membres qu'il a amenés, il n'est plus là aujourd'hui. Sa liste est encore là. Est-ce que vous comprenez quand même l'inquiétude de Djiba? C'est-à-dire, comment trouver la symbiose aujourd'hui? Comment faire la symbiose entre les scrutins de liste? Parce que les listes, pour être clair, c'est le projet. Là, vous votez le projet. Mais en même temps, son inquiétude, il y a des personnes ressources, des personnalités fortes qui peuvent apporter. On peut voter une liste, peut-être certes à cause du projet, mais pas forcément avec les meilleures personnes. Comment trouver le juste milieu? Voilà, allez-y. On a que 3 minutes. Et ceux qui votent, c'est eux, pour la plupart, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. C'est là le problème. Qui votent, mais justement, ils n'ont qu'à se choisir une tête de liste de leur. Quelqu'un ne peut pas venir de là s'imposer. Le problème, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent chez nous que sans eux, le football ne peut pas marcher. Et ça, il faut qu'on... La deuxième question, rapidement, c'est sur cette disposition. Vous dites que chaque liste doit être composée d'au moins 30% de femmes, ce qui est tout à fait personnellement normal, et de 30% d'indépendants venant du secteur privé. Alors là, ça les pose des problèmes. Ils disent que c'est nous qui sommes dans le football, nous sommes les spécialistes. Ils disent de revenir à l'ancien texte. Il y a une disposition qui dit que justifier d'une expérience managériale dans le football d'au moins 3 ans durant 5 années précédant la candidature. Que si vous venez du secteur privé, il faut avoir au moins 3 ans d'expérience dans le secteur avant quand même de... À mon avis, les deux... Allez-y, Madame Diallo, le temps, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Diallo. Écoutez, tout ça, on peut discuter. On va discuter de ça. Okay. Peut-être qu'on reviendra à moins de 30%. Peut-être que nous serons à 20%, 15%. Parce qu'il faut bien qu'on trouve un compromis. Nous sommes ouverts. Mais cela allait beaucoup aider la Guinée. Parce que lorsque vous ne mettez que des personnes qui sont dans le même créneau, ils sont tous des concurrents les uns les autres. C'est bon d'avoir, peut-être que s'il y avait des indépendants, on n'aurait pas eu cette crise. Si nous apportons des personnes qui ne sont pas du monde du football, c'est un plus, parce que c'est un apport supplémentaire. D'accord. Donc, nous allons sûrement revenir sur ce pourcentage. C'est pas fermé. D'accord. Alors, madame, il y a des gens qui ont réagi à une information. C'est par rapport aux arbitres guinéens, des arbitres, je sais pas moi comment on les appelle, des titulaires et les assistants à l'international. Vous disiez que nous n'avions aucun. On nous revient pour nous dire, écoutez, il y en a au moins 4
internationaux. D'autres parlent même d'une dizaine. Il y en a avec 15 des assistants. Au total, 9 assistants, dont 2 femmes. Je parle des arbitres internationaux, plus les assistants. Je fais la démarcation. Allez-y, on n'a pas... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'arbitre. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'arbitre. D'accord. Je dis qu'on n'a pas d'arbitre coté au niveau continental, de grands arbitres. Là, nous avons 15 arbitres. D'accord. Vous comprenez? Et depuis 4 ans, ils ne sont pas dans les grandes compétitions africaines. C'est de ça que je parle. Parce que je vous disais, la CAN, c'est là où moi, j'ai posé la question à la CAF. On dit la Guinée a un assistant. Ok. Depuis 4 ans, on n'est pas dans les compétitions, les grandes compétitions africaines. Ah, d'accord. Donc des cooptations pour les compétitions africaines. D'accord. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Et les médias en ont tellement parlé qu'il faut qu'on vous entende. Et qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi on n'y est pas? Pour moi, ils ne sont pas valorisés. Le niveau, promus. Ils ne sont pas promus. Le Guinéen ne fait pas la promotion de son prochain. Quand vous allez dans pas ces tous les Guinéens, c'est la fédération. Non, on est d'accord avec elle. C'est culturel. Zachary, ça c'est culturel. Il faut le reconnaître, c'est culturel. C'est culturel. Mais la faute à qui? On ne peut pas dire le Guinéen. C'est la faute au Guinéen. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Moi je suis Guinéen, je fais la promotion quand je peux. Alors non, et je ne suis pas seul par ailleurs, il y a beaucoup qui le font. Quelles instances ont cette responsabilité? C'est ça ma question. Sur le football, quelles sont les instances qui ont la responsabilité de promouvoir les Guinéens? Il faut vite qu'on sorte du Comore. Pour ce qui s'agit du sport, c'est la fédération qui va être mise en place, qui va faire, parce qu'il y a des places, on a des places qui doivent aller au conseil. Il faut qu'on puisse mettre des gens compétents qui peuvent nous défendre, mais pas des amis. Donc ne dites pas le Guinéen, dites la fédération. Non. Là, on parle de sport, mais en général, on sait très bien, on est absent dans toutes les institutions. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Donc, il faut qu'on apprenne à s'entraîner. Et nous avons appris que quand vous avez pris la responsabilité de conduire le football, vous n'êtes pas venu voir certains acteurs. Le cas Mathurin est largement revenu. Il faudrait qu'on vous pose la question. Ah oui. Que s'est-il passé? Est-ce que vous êtes allé le voir? Est-ce qu'il vous a appelé plusieurs fois et vous lui avez dit, écoutez, monsieur, je suis le journal, après je vous reviens. Que s'est-il passé? Complètement faux. D'abord, j'ai été très surprise par l'attitude de Mathurin, qui était avec moi au gouvernement de transition. Et nous avions les meilleures relations du monde. Il m'appelait même ma soeur chérie et je l'appelais mon frère chéri. Pour vous dire, nous avions les meilleures relations. Mathurin a cessé de me parler le jour où j'ai été nommé président du Comore. Exactement ça. Mathurin ne m'a pas appelé. Nous, le lendemain, on est allé. Et j'étais très heureuse parce que je me disais, voilà quelqu'un qui connaît le monde du foot et qui va m'apporter quelque chose. Mais dès qu'on est venu, on était dans le mouvement de préparer la Coupe d'Afrique. On est parti à la Coupe d'Afrique. Et j'ai donné le maximum de noms. Je m'attendais, j'ai reçu des félicitations de tout le monde. Je n'ai pas reçu les félicitations de Mathurin. Mais je m'attendais à mon retour du voyage, aller moi-même le rencontrer, du mais toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai ce genre de relation avec lui. Mais ça n'a pas été fait. Alors quand j'apprends, il m'a appelé. C'est pas vrai. Je suis désolée. Et je l'ai appelé moi quand je suis revenu. Je lui ai envoyé des messages que j'ai là sur mon téléphone que je peux vous montrer. J'ai demandé à KPC d'intervenir. Il est là à KPC. J'ai demandé à Bouba Sampil d'intervenir pour que je voie Mathurin. J'ai envoyé les jeunes du football, Yaya, Bleu. Tous sont allés, ils l'ont vu. La présidente veut te parler, prends son téléphone. Il dit je ne l'appelle pas. C'est ça qu'il leur a dit. D'accord. Voilà, donc c'est ça la réalité. Un dernier message. Alors, Milimono, la dame, n'a jamais refusé de parler avec Mathurin. C'est lui qui s'est bloqué. Et j'ai fait mieux, moi. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Au moins, c'est dit. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi qui l'ai abordé ici. D'accord. La dame. Au moins, c'est dit et su. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont fait la réunion, leur soirée de gala, j'ai été invitée officiellement. Tout le monde m'a dit n'y va pas parce qu'il s'est jamais déplacé pour venir me voir, il n'a jamais répondu à mes appels. Nous, on s'est déplacés, nous sommes partis à la Ligue, il s'est fait représenter, il n'a même pas voulu nous recevoir en visite officielle. Mathurin Bangoura.
Donc, moi, je suis allée à cette soirée de gala. Je suis restée à côté de lui. Et lorsqu'elle m'a vue, il m'a dit, mon ex-sœur. Je dis, non, moi, j'ai jamais d'ex-frère. Tu es mon frère. Je l'ai embrassé, on s'est assis. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais j'ai besoin de toi. Viens, on va travailler. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est fini. Vraiment, tu es venu, tu m'as fait honte. Demandez-lui s'il est venu après cette soirée de gala. D'accord. Voilà. Un dernier mot aux acteurs, au public, Zachary, aux partenaires. De s'arrêter. Malheureusement, le temps. Oui. Je ne sais pas si la présidente est au courant, mais le championnat risque de s'arrêter. Permets, Mara, football, un dernier mot, oui. Aux acteurs, je vous demande, je regarde l'écran et je vous demande de baisser la température. Le Conor n'est pas contre vous. Venez avec nous pour qu'on termine ces statuts, afin que la Guinée ne perde pas les avantages qu'ont les autres pays comme le Sénégal, le Mali. À l'heure où je vous parle, tous les collègues ont déjà reçu $650 000. Nous, on n'a encore rien reçu parce que nous sommes Conor. La Guinée doit recevoir $2 millions cette année pour le sport. C'est l'argent des sportifs, c'est l'argent des clubs. Nous n'allons pas les recevoir si c'est le Conor qui reste. Nous voulons en finir. Venez, nous allons construire le football. Nous, on s'en va, on est passagers. Je suis pressé, moi, personnellement, de m'en aller parce que j'ai d'autres choses à faire. Venez, on revoit les statuts. La semaine prochaine, on va chercher à les rencontrer. J'espère que la tension va baisser. Mais j'ai appris que hier, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé de boycotter même les championnats qu'on est en train de financer. Parce qu'on a financé tout le championnat. C'est nous qui payons les salaires des ligues professionnelles, amateurs et féminines. Nous sommes à plus de 2 milliards et quelques payés pour tout ça aux ligues. Et c'est la première fois qu'une ligue, avant de jouer, reçoit un chèque de 50 millions. Parce que nous voulons que le ballon tourne. Et pour la première fois en Guinée, on va organiser la coupe. Ça n'a jamais été fait. À l'heure où on parle, ils sont en train de faire comment on appelle, l'inauguration, la célébration pour le choix des équipes, etc. de la Ligue 1 et 2. Donc il y a du travail. La Guinée recèle de talents. Les jeunes adorent le football. Et aujourd'hui, le football, c'est une industrie, ça rapporte de l'argent, ça génère des devises, ça crée des emplois. N'empêchez pas les jeunes de Guinée de briller à l'instar des autres. Parfait. Parfait. C'est ça mon dernier message. Je pense que le message, il est clair. On espère en tout cas que chacun saura se tenir pour porter le football guinéen à de plus belles cimes. Merci, Madame Diallo, d'avoir été notre invitée, d'avoir accepté notre invitation et de vous être prêtée à nos questions de ce matin. Merci beaucoup.